Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes aussi l'auteur de Au commencement était la guerre chez Fayard. On va longuement parler d'international et de guerre dans un instant. D'abord un mot de la situation nationale. Emmanuel Macron était dans le Loir-et-Cher hier, on l'a vu tout à l'heure dans le journal. Déplacement sur le thème de la santé. Le tribunal administratif a suspendu l'arrêté de la préfecture interdisant la manifestation dans le périmètre de la visite. Où est, de votre point de vue, la limite entre la sécurité du président et la liberté de manifester ? D'abord, le président de la République, lorsqu'il décide de se déplacer, il ne décide pas de se déplacer dans une bulle. Il dit qu'il va au contact des Français et donc serait étonnant que le contact des Français se limite à la bulle protégeant la visite du président qui pourrait recevoir les Français, dialoguer avec les Français. Donc il y a peut-être un peu d'excès de zèle de la préfecture. Non, la préfecture fait son métier. La préfecture a horreur de la gifle, de l'incident, de l'agression, du drame, de la tragédie. Et donc les préfets font leur métier dans des conditions difficiles. Faut pas croire que le coup de téléphone annonçant à un préfet ou surtout son directeur de cabinet la visite du président de la République soit accueilli par la joie, la bonne humeur et des feux d'artifice. C'est plutôt le moment de stress le plus absolu, quand en plus il y a beaucoup de visites ministérielles et une certaine aigreur, voire même rancœur qui existe dans le pays. Ce sont toujours des moments très difficiles. Donc la séparation des pouvoirs fait que le président décide une opération à caractère politique, le préfet prend une mesure administrative, le tribunal prend une mesure spécifique. C'est la séparation des pouvoirs, c'est plutôt sain d'ailleurs que ça marche comme cela. Vous disiez les ministres, en effet, on a vu aussi des déplacements de ministres perturbés. L'image de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, empêché de descendre d'un train en début de semaine, est certainement la plus emblématique. Vous rappeliez à l'instant, les sondages nous montrent aussi l'hostilité des Français. On parle parfois du renseignement territorial, ce qu'on appelait avant les RG, les renseignements généraux. Est-ce que ce sont pour le pouvoir politique un instrument pour ajuster, justement, pour se dire, là il y a un risque d'hostilité, là il y a une indication à ne pas se déplacer? Est-ce que c'est un outil de pilotage? Alors ça l'était, ça ne l'est plus, parce que d'abord la capacité des réseaux sociaux et des dispositifs de communication mobile à permettre aux manifestants ou aux opposants de se déplacer au rythme ou à l'annonce d'une visite présidentielle ou ministérielle crée les conditions du fait qu'on ne peut pas identifier spécifiquement un endroit plus sûr qu'un autre. Il y a des endroits beaucoup plus... dire que si Emmanuel Macron faisait 1% des voix au deuxième tour d'une présidentielle dans une circonscription ou une ville... On lui recommanderait peut-être pas d'y mettre les pieds pour un bain de foule. Mais en la matière, ça n'est plus ça. Non, ce qui est beaucoup plus intéressant dans le renseignement territorial, c'est la capacité analytique, c'est la capacité à projeter sur la nature exacte de ce qui est en train de se passer. Pendant longtemps, on a cru, notamment à gauche, à un moment politique qui s'appelait la convergence des luttes. Oui. C'est le moment où chacun avait sa petite revendication et se mettait ensemble pour obtenir une sorte de grand soir. En fait, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. On est en train d'assister à la convergence des rages. Les gens n'ont pas d'accord avec les autres sur ce qu'ils veulent ou sur ce qu'ils voudraient. Ils ont juste un accord sur le fait qu'ils sont extrêmement mécontents de la manière dont ils sont traités ou ils se sentent traités par l'exécutif. Et ceci modifie totalement et la condition géographique et la condition de mobilisation. On peut avoir désormais des mouvements extrêmement rapides, alors certes pas extrêmement nombreux, mais qui montrent dans un certain cas des comités d'accueil préparés et dans d'autres cas des mouvements spontanés. On a vu à Pérols notamment, dans une commune où la visite du président n'était pas prévue ni annoncée, qui a bien commencé, mais où rapidement des gens de la ville, qui n'ont pas été importés d'ailleurs, qui ne sont pas arrivés à toute allure ensuite, l'ont pris à partie pour des désaccords fondamentaux. Alors c'était plus dur sur le fond et plus doux sur la forme, mais ça ne changeait pas grand-chose à l'opposition qui existe dans le pays à la réforme. Il y a toutes sortes de colères, vous venez de le rappeler. Il y a aussi toute forme de sujet de mobilisation. Aujourd'hui, en Conseil des ministres, il pourrait y avoir la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre. C'est un mouvement, alors on peut dire écologiste, radical, qui était notamment présent à Sainte-Soline à l'occasion de la manifestation interdite contre les retenues d'eau. Qu'est-ce que la dissolution d'un tel mouvement apporte? Est-ce que ça a un effet concret? Alors, ça donne quelques armes juridiques au ministère de l'Intérieur pour pouvoir agir préventivement ou pour empêcher la reconstitution d'un mouvement dissous. Mais dans la réalité, la décentralisation du mouvement, son processus extrêmement agrégatif, sur le moment, c'est plutôt des essaims qui se regroupent et se dégroupent en fonction des événements, amènera peu de changements dans les capacités d'opposition et surtout de regroupement. Vous avez pu voir à Sainte-Soline, et c'est intéressant, pour la première fois dans l'histoire d'un mouvement écologiste ou environnementaliste,
il y avait, au moment où on arrivait à Sainte-Soline, pour les opposants au projet de bassine, 3 options. Option 1, palourde rose ou outargue verte, c'est assez créatif et même un peu poétique. Vous êtes des manifestants gentils, cochez la case ici. Deuxièmement, vous êtes un peu plus énervés. Cochez la case. Troisièmement, vous êtes très énervé, vous voulez aller au combat, vous voulez planter votre drapeau sur le château. C'était une sorte de Koh-Lanta de la manifestation. Alors allez-y. C'est la première fois qu'on intègre dans un mouvement le fait qu'il n'y a pas des gens que vous ne voulez pas voir et qui vont venir malgré vous pour casser, mais le fait que c'est intégré comme un espace naturel où il va y avoir des gentils, des un peu énervés et des très 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 énervés. Et donc ce processus-là, il arrive désormais un peu partout. La capacité d'acceptation de la violence en politique, verbale ou physique, a pris des proportions, je ne dirais pas inédites, parce que le temps est long et qu'il faut toujours être très prudent, mais en tout cas, c'est un cycle nouveau qui s'ouvre dans l'espace de violence politique à la française par les militants eux-mêmes, vous voulez dire acceptation par les militants eux-mêmes, de dire c'est un outil. Y compris par les manifestants les plus pacifiques, ils disent, en fin de compte, je me demande si... Et d'ailleurs, vous avez un éditorial ce matin d'un journaliste, je crois que c'est Thomas Legrand, qui dit en fait, je me demande pourquoi je suis aussi peu opposé à l'usage de la violence et aussi compréhensif vis-à-vis de ceux qui sont beaucoup plus violents que moi dans cette situation particulière. Et on le voit effectivement dans les enquêtes d'opinion. C'est un phénomène qui se répand dans les enquêtes d'opinion et qui est mauvais signe. Autre actualité qui concerne l'État et la capacité de l'État à agir, c'est ce qui se passe à Mayotte, avec cette opération qui a été intitulée Wambushu, reprise en mahorais. Alors je rappelle les épisodes, le tribunal judiciaire, là encore, a suspendu l'évacuation d'un bidonville visé par les autorités. Les Comores refusent de reprendre les clandestins, alors même que cette opération devait justement montrer que l'État est capable de lutter tout à la fois contre l'immigration illégale, la délinquance, l'habitat insalubre. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État est en incapacité d'avancer ? Non, l'État est en incapacité d'avoir une position cohérente sur ce qu'il veut. L'État se fixe des interdictions, des boulets, des liens. Je veux dire, c'est pas le juge qui fait la loi, hein, c'est le législateur. Le législateur fixe un certain nombre de règles. L'État a accepté ces règles, puisque et donc, en partie... est pris à ce piège, vous voulez dire. Oui, mais il y a contribué, hein, il n'est pas seulement victime, il est complice. Donc il se fixe un certain nombre de règles, ensuite il décide qu'il peut peut-être éviter de les appliquer, il laisse une situation pourrir, puis il décide à juste titre d'y remédier. La création même de Mayotte comme département français n'a pas été la mesure la plus intelligente de l'histoire politique de la France. Je veux dire, quand on rate une décolonisation, on n'est pas obligé d'en rajouter en plus. Je comprends bien le souhait des Mahorais de rester français, et ça ne me pose pas de problème, mais imaginez qu'on ait eu toute l'Algérie, sauf 3 cantons ou d'autres territoires que nous avons décolonisés, où on aurait chacun des confettis d'empire. Alors les Espagnols l'ont, Ceuta et Melilla au Maroc, c'est voué à l'échec. Gibraltar, mais dans la réalité, il y a toujours un moment où l'incohérence totale de cette position arrive. L'important, c'est d'aider les pays à se développer eux-mêmes et justement à cesser d'exporter leurs plus brillants, leurs plus compétents ou leurs plus travailleurs à l'extérieur pour retrouver une sorte d'équilibre géostratégique. Et c'est ce que le Sud est en train de nous signifier. Le Sud s'est échappé à l'occasion du conflit ukrainien. Tous les Suds, y compris nos anciennes colonies, nous signalent très aimablement que le moment est venu de passer à autre chose et pas de continuer de manière désespérée à essayer de sauver des confettis d'empire qui ressemblent un peu à la guerre des Malouines, où on se demande quel était l'intérêt de ce conflit, si ce n'est l'image que la Grande-Bretagne avait d'elle-même et l'enjeu que les Argentins avaient de récupérer un bout d'un territoire dont ils pensaient qu'il était à eux, comme Taïwan l'est du point de vue des Chinois, à tort, mais c'est quand même comme ça qu'ils le pensent, ou comme la Crimée l'est du point de vue des Russes, sans doute à tort, mais c'est comme ça qu'ils le pensent. Et nous nous projetons toujours en disant « mais non, mais vous devriez comprendre qu'il ne faut pas faire comme ça, etc. » Il n'y a pas de domination culturelle de l'Occident. On ne va pas expliquer aux gens comment ils doivent penser. On doit essayer de les convaincre, on doit essayer de les aider, on doit essayer de trouver des voies plutôt pacifiques que pacifistes d'ailleurs, parce qu'en général le pacifisme se termine toujours par la guerre. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'accord politique avec les Comores pour résoudre le problème de Mayotte, parce que depuis que Mayotte est restée Mayotte et que les Comores sont devenus indépendants, ce problème est devant nous et que nous faisons semblant de ne pas le voir. Vous parlez des influences. On le voit encore ce matin, il y a un avion qui est arrivé, qui ramenait en France 245 de nos ressortissants qui ont été évacués en raison des violences qui secouent le Soudan. Ce qui est très frappant, c'est de voir qu'en parallèle de ça, les États-Unis, cette semaine, disent « Attention, le Soudan, c'est aussi une raison de préoccupation parce qu'il y a Wagner sur place. » On se dit vraiment, mais alors quel rapport ? Parce que là, on est dans une lutte entre 2 généraux locaux. Et il y a cette menace de Wagner en plus. Est-ce que là, de votre point de vue, on joue à se faire peur en parlant encore de Wagner même au Soudan, ou est-ce que c'est aussi une menace, un risque, un danger aujourd'hui ?
la milice russe. Vous avez une situation très simple. Il va y avoir un sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Quel pays africain n'y va pas? Aucun. Nous sommes en période de guerre, nous sommes en période de sanctions. Nous avons rameuté tout ce que l'Occident pouvait rameuter de soutien. Il a totalement perdu l'Afrique. S'il y avait un sommet Amérique latine, tous les pays d'Amérique latine iraient aussi. S'il y avait un sommet avec le Golfe Persique, probablement que tous iraient aussi. Alors que nous les voyons comme nos sphères d'influence. Oui, c'est fini. Et nous nous trompons. Totalement. Donc Wagner est au Soudan parce que Wagner est un instrument de géostratégie américain, comme nous avions des groupes de mercenaires dans les années 70 ou 80, les Occidentaux, les Français, les Américains, tout le monde a son petit espace entre deux, un peu gris, où on laisse faire les petits hommes verts dans le Donbass, qui n'étaient pas des militaires russes, mais qui avaient pris, pendant leurs vacances, faisaient une petite opération de déstabilisation en 2014. Donc tous ces éléments-là sont assez traditionnels. La vraie surprise, c'est qu'on soit surpris. C'est-à-dire qu'on a perdu le Mali, on a perdu la Centrafrique, enfin dans l'ordre Centrafrique, Mali, Burkina. On a un vrai enjeu sur le Niger, on a un vrai enjeu sur le Tchad. La question, c'est à quel moment on se retire ou on se réinvestit et dans quelles conditions avec des pays qui veulent être traités comme des égaux et pas comme d'anciennes puissances coloniales qui obéiraient au doigt et à l'œil. Donc il y a tout un travail à la fois de politique, comment on considère nos alliés, de construction, quelle politique on veut et quelles sont les conditions de cette politique. Et puis il faut bien comprendre que pour eux, le problème, c'est plutôt manger et faire fonctionner l'électricité et le pétrole, et qu'ils sont pragmatiques. En fait, pendant longtemps, j'écris dans le livre d'ailleurs que l'homme le plus génial et le plus dangereux de la période était Zbigniew Brzezinski, le géostratège américain démocrate qui a créé à la fois l'Afghanistan et l'Ukraine du point de vue de la géostratégie américaine. Mais à quel point le vrai gagnant de cette affaire sera Richard Kissinger, l'homme de la réelle politique, c'est-à-dire le moment où il va falloir s'arrêter, parler et refaire le monde, une sorte de Yalta, et je rappelle que Yalta, c'était aussi en Ukraine. Alors précisément, au commencement était la guerre, chez Fayard. Ça vient nous rappeler, ce qu'on n'a peut-être pas envie de voir ou pas envie d'entendre, que la paix, en tout cas c'est votre point de vue, n'est qu'une sorte d'intermède. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous occidentaux, et même nous Français directement, nous sommes condamnés à vivre à nouveau la guerre, à l'éprouver? On est condamné à faire avec. On est condamné à se préparer à la guerre. Se préparer à la guerre, c'est peut-être aussi sauver la paix. Si vis pacem parabellum, c'est pas juste une formule en l'air pour si tu veux la paix, prépare la guerre. Pour briller en société. Nous, on a préparé la paix et on a la guerre. On a la guerre pas maintenant. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a loupé? On a raté la Yougoslavie, on a raté toutes les guerres en Europe, Tchétchénie et autres, auxquelles on a parfois même contribué, ou qu'on n'a pas voulu regarder en disant c'est pas grave, petit épiphénomène, petite poudrière des Balkans, tout ça n'est pas très, ça va passer. Épiphénomène, ersatz, poussée de boutons. Vous dites que c'était déjà porteur de sens en oui. fait. En fait, entre 89 et 89, on a eu 10 ans de vraie paix, de construction de la paix, avec un homme, l'homme de l'Ouest à Moscou s'appelait Vladimir Poutine. Et donc, clairement, il y avait un enjeu et il a mis beaucoup du sien pour cela. Mais à un moment donné, au moment de l'invasion, du bombardement par l'OTAN de la Serbie, du fait des exactions qui étaient commises contre les populations musulmanes dans la zone musulmane de la Serbie et au Kosovo, il y a eu une intervention de l'OTAN. Le Premier ministre Primakov, qui est lui-même né à Kiev, Premier ministre de Boris Eltsine, l'homme avec qui on rigolait sur la place rouge, Bill Clinton, c'était éclats de rire qui n'en finissaient pas, ils dansaient ensemble. Fait demi-tour, son avion n'atterrit pas à New York, il a un plan de paix, il revient, il rentre à Moscou, il arrive, il dit écoutez, c'est assez simple, tout est fini avec l'Occident, nous avons enfin compris leur vrai visage. A été franchie. Nous avons enfin compris leur vrai visage. Pendant des années, nous avons cru que nous étions les méchants et qu'ils étaient les gentils. En fait, nous sommes les mêmes. Et donc, depuis cette période-là, il y a une incompréhension, une absence totale de dialogue, de construction de ce qui est en train de se passer dans la tête des Russes. Pourtant, ils nous l'écrivent, ils nous le disent, même en anglais. Arbatov, le président du Soviet suprême, fait un long développement en anglais pour dire, écoutez les gars, il faut faire attention, il est en train de se passer un truc. Ce que vous avez fait en Yougoslavie n'est pas bien. Et donc, il va falloir réparer les dégâts. Alors, ça ne justifie rien et ça n'excuse rien du point de vue de la stratégie russe. Ce sont les agresseurs. Mais pendant longtemps, nous avons fait comme si de rien n'était en n'écoutant pas ce qu'ils nous disaient. Et du point de vue français... Qu'est-ce qu'on ne voit pas ou qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Parce que vous dites souvent, on n'a pas voulu entendre, on n'a pas su entendre. Qu'est-ce qu'on manque aujourd'hui? D'abord, on n'entend pas ce que les Russes disent. Les Russes, aujourd'hui, Prigojine, le Raspoutine de Wagner, dont on parlait tout à l'heure, il dit la guerre est finie. Il faut dire que la guerre est finie. Il faut dire qu'on s'arrête. Il faut dire qu'on a gagné. Parce que si on continue, les Ukrainiens vont percer quelque part. Voilà, c'est l'état de la situation militaire russe donné par l'homme lige de Vladimir Poutine. Donc, ils savent que sur la ligne de front, le Dniepr ou ailleurs, 350 km de front,
au nord de Luhansk, Donetsk, entre Melitopol et Mariupol ou autour de Kherson, il y aura une offensive ukrainienne et qu'elle arrivera à percer. Parce que pour l'instant, ils sont en train de nous faire le mur de l'Atlantique et la ligne Maginot réunis. Pas plus que la muraille de Chine, ça n'a empêché aucune invasion. Le front est trop long et la résilience est trop forte à la fois des Russes, mais surtout des Ukrainiens qui ont cette capacité, justement, comme les Russes, à être capables de résister pendant longtemps. C'est l'exemple de Bakhmout, qui n'a aucun intérêt stratégique, mais qui est une boucherie où les pertes russes sont 5 à 10 fois supérieures aux pertes ukrainiennes. Donc, ça les arrange, quelque part, de fixer une situation en attendant de choisir le moment et le lieu de leur intervention. Deuxièmement, ce qu'on doit prendre en compte, c'est dans la loi de programmation militaire, quelles sont les leçons de l'Ukraine qu'on a prises en compte? Mais on a un budget inégalé 400 milliards sur 7 ans. Est-ce que c'est pas la preuve justement que la France, pour le coup, se prépare? Oui, si vous aviez un journal quotidien et que je vous explique que désormais il y a Internet et LCI, la réponse est soit on va sur Internet et LCI, soit on fait 8 éditions papier supplémentaires. Le budget est le même, les résultats ne le sont pas. Alors le problème, c'est que notre loi de programmation militaire aujourd'hui, on voit bien un certain nombre d'efforts considérables qui sont faits, y compris pour juguler l'inflation. Une partie importante de ce budget, c'est avec l'inflation. Mais d'abord, on a perdu 200 à 300 milliards sur les dividendes de la paix et la manière dont le ministère du Budget, Bercy, a décidé de traiter nos armées comme on a traité nos hôpitaux ou nos autres services publics, avec efficacité en termes de réduction. Aujourd'hui, on a une armée échantillonnaire et expéditionnaire qui fait des choses formidables, notamment l'évacuation au Soudan. Mais quelle est la doctrine de la loi de programmation militaire sur le fond? Où est l'élément central sur la dronisation? Où est l'élément central sur la décentralisation des décisions, sur l'essaimisation, sur la défense opérationnelle du territoire, la capacité à nous protéger en France et en Outre-mer, puisqu'on parlait de Mayotte, mais on peut parler aussi de la Réunion ou du Pacifique. Tout ça n'est pas Vous avez cette formule, vous dites c'est un peu de tout et beaucoup de pas grand-chose. Je trouve ça assez... Oui, l'armée française, elle a un peu de tout et beaucoup de rien. Parce que c'est de l'essaimage, c'est de l'échantillonnage. Et ça veut dire que le chef de l'État, le ministre des Armées, n'ont pas pris la mesure, à votre avis, de ce qui nous attend, de ce à quoi on doit se préparer, de la direction qu'on doit donner? Si, bien sûr, ils ont pris. D'ailleurs, le discours du président de la République ou le discours du chef d'état-major des armées, dans sa doctrine stratégique, c'est assez rare qu'un chef d'état-major ait une doctrine stratégique en prof. La dernière fois, c'était, je crois, le général Laïret, au moment où on a décidé la dissuasion nucléaire. Donc, ce sont des moments importants. Ils ont une vision des choses, mais ils font des arbitrages. Et le problème, c'est que d'arbitrage en arbitrage, on ne sait plus où on va. La grande armée allemande, comme l'armée d'Israël d'ailleurs, avait inventé un outil particulier qui était un opérateur qui ne participait, qui écoutait toute l'édition et qui n'y participait pas, et qui à la fin disait mais pourquoi on va faire cette connerie? Car de compromis en compromis, on perdait l'essentiel, le fil rouge, la capacité à choisir effectivement une doctrine militaire ou une doctrine stratégique. Ce qui nous menace aujourd'hui, c'est l'éparpillement et l'échantillonnage. On a tout ce qu'il faut pour avoir un vrai processus stratégique, mais on peut choisir un nouveau porte-avions ou des barges avec des drones, plus de sous-marins lanceurs d'engins et de sous-marins d'attaque et de bâtiments d'escadre, ou un deuxième porte-avions. Le deuxième porte-avions, pour où et pourquoi? C'est pas en Méditerranée qu'on va le mettre. Insuffler, recharger, renforcer l'armée de terre et surtout la défense opérationnelle du territoire. 800 000 Ukrainiens et 100 000 hackers en Ukraine, 60 000 Français sur le papier. Il y a un petit sujet. Or, la dissuasion nucléaire ne répond pas à tout. Si la dissuasion nucléaire répondait à tout, on se demande pourquoi les États-Unis, la Russie et la Chine auraient une armée peut-être que le conflit serait effectivement différent aujourd'hui en Ukraine. On a appris aussi, Alain Bauer, hier, que Joe Biden serait à nouveau candidat à la présidentielle américaine l'année prochaine. Est-ce que ça a une quelconque importance, un quelconque effet aujourd'hui sur la scène internationale, pour lui de le dire, dans la manière dont les États-Unis vont être vus et lus par les Russes, les Chinois? Le problème, c'est que les Chinois s'interrogent aujourd'hui pour savoir si le moment n'est pas venu d'attaquer Taïwan, du fait de la faiblesse des stocks, des munitions et de l'engagement occidental, et russe d'ailleurs, en Ukraine. Ce qui pose toujours problème aux Chinois, c'est l'incertitude. 2024, c'est les élections à Taïwan, c'est les élections aux États-Unis. C'est un moment assez important dans le rééquilibrage. C'est savoir s'ils auront un Donald Trump incertain, inconstant et un peu surprenant par moment, où ils seront la continuité avec quelqu'un qui n'est pas leur ami, mais qui quand même laisse des espaces d'ouverture comme Anthony Blinken et le président Biden. Donc tous ces éléments-là pèsent beaucoup pour eux. Et le fait de dire « ça sera encore moi la prochaine fois », il y a de forts risques que ça soit encore moi la prochaine fois. Et ne vous méprenez pas, je ne suis pas parti et je ne suis pas en fin de mandat et je ne vais pas avoir une année de grand vide en attendant que ça se passe. Et vous avez vu que j'étais capable de ne pas trop perdre les élections intermédiaires, voire même de me renforcer au Sénat. Attention, je ne suis pas parti, donc je suis encore un interlocuteur puissant et un interlocuteur en puissance. Et ça, c'est très important pour les États-Unis d'Amérique. Et je pense que ça sera bien
entendu comme tel pour la Chine. Vous avez vu d'ailleurs que, suite à une interview sur votre chaîne, l'ambassadeur de Chine s'était laissé un peu aller à des propos incertains, qu'il avait été rappelé à l'ordre. Officiellement recadré par Pékin sur ses propos sur l'autonomie et la souveraineté. Très recadré par Pékin. Ce qui est assez rare, hein, surtout avec cette catégorie particulière d'ambassadeurs loups combattants. Donc ce sont des signaux aussi que Pékin veut vraiment donner. C'est pas juste parce qu'on les force à les donner. C'est parce qu'ils sentent que le recadrage de leur politique internationale entre on regarde et on ne fait pas, ou on veut devenir un élément majeur du jeu, les amène à régler quelques petits soucis sur les coins. C'est tout le problème que nous avons, mais le vrai enjeu aujourd'hui avec la Chine, mais surtout l'Inde, où là nous avons vraiment une capacité à investir fortement, c'est justement de sauver la paix. Pour sauver la paix, il faut aussi se préparer à la guerre. Au commencement était la guerre, donc votre ouvrage chez Fayard. Merci beaucoup Alain Bauer d'avoir été là ce matin.